là. Mais On peut faire les trois en même temps. les trois. On peut être atteint des trois. Bien sûr, oui, oui. Mais attendez un petit peu que je fasse la distinction parce que on ne passe pas par la même porte. Et non, enfin, bien sûr, théoriquement on pourrait, mais c'est plutôt, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quelle est ma vulnérabilité. Est-ce que je suis plutôt vulnérable du côté de la dépression, du burn-out, du bore-out? C'est quand même pas le même caractère, c'est pas la même construction. Et c'est ce que je disais, donc là, dans État de veille, je suis surtout moi très alertée par la confusion qui est faite non pas entre bore-out et burn-out, mais entre dépression et burn-out. Et je tiens beaucoup là, ce soir, à insister sur quelque chose de radicalement différent entre les deux, notamment dans la construction d'identité. Bore-out, c'est l'ennui. C'est l'ennui. Pas l'ennui. C'est l'ennui. Mais c'est anglais. C'est anglais ou c'est bord en français? Ah non, 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 c'est burn et bore, oui, bore. C'est le Bore, ennui, bore. Il y a des différences avec le surmenage aussi. Tout ça, là, mais je l'ai bien marqué là quelque part. Je vais en parler. J'ai surtout dit là que je réhabilite le surmenage, évidemment. Et dans le monde du travail, on utilise bore-out pour signifier souvent le présentéisme, comme dénué de sens, une présence. Alors déjà mis au placard. Oui, la cartélisation. Voilà. Bon, donc, je redis que mon intérêt là, c'est de nous rendre plus vigilants sur ces différents troubles. Ces différents troubles, c'est ce que je dis donc de nos réactions, à la fois du fait de notre caractère, de notre culture, de notre appartenance à telle et telle société, à telle et telle famille, chaque fois qu'il y a des à-coups de la vie. Donc, je rappelle, nous voudrions être du côté d'une harmonie parfaite, d'une sorte d'expérience de complétude, et la vie se charge de nous faire tomber du cheval, agir, d'abord pour survivre et ensuite pour retrouver un minimum d'homéostasie. Donc, le mot important que vous avez déjà entendu, c'est le mot homéostasie. L'homéostasie, c'est quelque chose qui existe pour toutes nos cellules, mais qui existe aussi pour la Terre, pour l'univers, puisqu'on parle d'écologie. L'écologie, c'est ça, en fait, c'est la préservation de cette homéostasie générale, mais notre santé aussi, c'est une question d'homéostasie cellulaire, ensuite, bien sûr, psychique. C'est toujours quelque chose qui est une sorte de force vitale qui vise à rétablir un équilibre perdu. Ce qui nous a bien sûr étonné, enfin sur moi ou pour moi, surpris, c'est de savoir qu'à Tchernobyl, il y avait de nouveau de l'herbe qui poussait, comme s'il y avait cette force-là qui visait à restaurer la vie où il y a la mort. Donc, homéostasie comme quelque chose qui nous concerne tous, même si bien sûr nous ne sommes pas conscients de ça, vers quelque chose d'une restauration, d'une réorganisation, et toujours avec le mot-clé pour toute la conférence qui est la faculté d'adaptation, que j'aime bien associer toujours à l'intelligence. L'intelligence, c'est justement concrétisée par cette faculté de nous adapter au quotidien, mais aussi à des choses plus extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment ce qui relève de notre spécificité humaine, bien sûr, en plus. Donc, homéostasie, réorganisation, faculté d'adaptation, et ensuite, comment est-ce que je vais donc gérer le stress, gérer la réalité, gérer les conflits, gérer le désordre, gérer toutes ces choses, et ça va être bien sûr différent en fonction de notre caractère, de notre histoire, des modèles que nous avons eus, du manque de modèles et tout ça. Donc, oui, réhabilitation du mot stress, qui veut dire d'abord, qui est à distinguer bien sûr des agents stresseurs. Le stress, c'est la réaction, la réponse non spécifique à toute sollicitation de l'extérieur, à toute sollicitation de la vie. Donc c'est comment est-ce que je réagis. Et là, nous voyons tout de suite chez les bébés qu'il y a différentes façons de réagir à la même privation, à la même attente. Il y a des bébés qui ne supportent pas d'attendre leur biberon et d'autres qui vont vivre avec de façon plus placide. Donc c'est une réaction, une réponse non spécifique à toute sollicitation de l'extérieur. Voilà. De l'extérieur, ça peut être aussi quelque chose d'une douleur, mais je tiens là. Voilà, ça, ce sont les agents stresseurs. Moi, j'aime bien en distinguer 6, qui sont toujours les 3 verbes que vous m'entendez numérer. Manquer, perdre, changer, qui sont des éléments, des sources, des agents stresseurs. Donc, source,
de désordre pour nous. Et ensuite, j'aime bien mettre tout ce qui a à voir avec le manque de sens, qu'on pourrait appeler absurdité, avec la solitude aussi, et tout ce qui a à voir avec la surprise. Je vais vous donner un dessin et vous mettre là. C'est tout. Voilà, sinon on va passer à ça. Donc, agent stresseur, ce sont les éléments qui vont venir comme dans un jeu de quilles. Le stress, ce sont les réactions, c'est notre réaction à la fois hormonale, émotionnelle, physiologique, etc., à ces agents stresseurs. Et malheureusement, en français, nous ne distinguons pas, nous mettons sous le même mot stress, quelque chose qui a à voir avec les effets retard, c'est-à-dire la façon dont nous allons métaboliser ou non quelque chose de cette perturbation hormonale. On dit souvent il souffre de stress pour dire simplement qu'il n'a pas récupéré, alors qu'il aurait dû éliminer ce qui avait été sécrété au moment du choc ou de la surprise. Voilà, donc chaque fois qu'il y a ces à-coups de la vie, nous pouvons soit être de façon sublime du côté de la croissance, de la créativité, de la résilience, de toutes ces forces mobilisées, soit, et c'est plutôt le thème évidemment de ce soir aussi, nous pouvons être du côté de la souffrance, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre aussi, de la panne, de la crevaison et de ce moment de doute et de pouvoir restaurer quelque chose de cette homéostasie, de cette possibilité de réparer le pneu à plat, etc. etc. Ce qui m'intéresse là, ce sont toutes les modalités de ces pannes sur le chemin. Donc, bien sûr, le mot-clé, ça sera la dépression. Et donc, ma définition première, tout ça vous l'aurez tout à l'heure, Valérie, c'est celle sur laquelle je m'appuie maintenant pour continuer ce travail depuis 40 ans. C'est vraiment ce qui me permet de revenir à mon concept privilégié et chéri, qui est la clé de voûte de toute ma construction, à l'attachement. L'attachement est ce qui nous permet d'être dans cette implication de notre vie, et la dépression est d'abord, évidemment, le signe d'une rupture dans tout le système d'attachement. J'y ajoute aussi, c'est majoré par une rupture dans le système d'appartenance. L'appartenance, c'est ce qui va nous permettre de restaurer quelque chose de cet attachement tellement précieux, tellement vital, et donc je les associe de plus en plus, évidemment. Donc, lorsque nous voyons une situation de pathologie quelconque, pour moi, la clé majeure, c'est évidemment en quoi cette personne a-t-elle été en difficulté au point de rompre quelque chose de cet attachement, de ce système d'attachement. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup, avec toujours mon cher tableau, attachement, séparation avec le deuil, avec ce cycle de la vie. Et si je n'ai pas les moyens affectifs, psychologiques, mentaux aussi, d'aller jusqu'à ce deuil, de traverser ce deuil, de le vivre et d'être dûment accompagné, eh bien, je vais prendre la tangente, qui est aussi cette tangente, celle qui sont les violences, les dépendances et toutes ces choses délétères. Là où ce soir, je privilégie la dépression, et la dépression, c'est ce qui me fait quitter le cycle de la vie. Est-ce que c'est bien entendu ça? Alors bien sûr que tout ce que nous mettons en place, le fait de venir en parler ce soir, etc., ce serait une façon que je n'ai pas formulée, que je n'ai pas dessinée sur le tableau, mais que vous connaissez dans mes autres tableaux. Ce serait une façon de nous remettre sur le circuit de la vie, avec une lecture, avec une thérapie, avec une démarche, avec du soutien, avec une personne témoin, toutes ces choses qui vont nous remettre sur les rails et qui vont nous permettre de retraverser donc l'étape de la séparation et de récupérer de l'énergie pour nous remettre dans la vie, ou bien, quelquefois, vous m'entendez souvent dire aussi, ça sera pour revivre, en étant dûment accompagné, cette étape d'attachement que j'aurais pu louper quand j'étais bébé. C'est donc, je peux avoir à être accompagnée soit du côté de l'attachement à créer ou à nourrir ou à réparer, soit du côté du deuil, c'est-à-dire les séparations à vivre aussi. C'est bien clair donc. Mais quelle que soit la porte, c'est être à nouveau dans ce cycle-là, que l'on retrouve dans tous les textes sacrés, enfin quelque chose d'universel. Oui? Les deuils et séparation, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais je les mets du même côté. D'accord. C'est du côté de l'attachement, il y a quelque chose qui irait à voir plutôt avec cette capacité à vivre l'intimité, la proximité,
la parole, le contact, alors que l'autre pôle de ce cycle de la vie, là, ce serait celui de la séparation que je vais développer. Quand je dis séparation, je vais y revenir dans mon autre tableau là, ça veut dire perdre, c'est-à-dire changer, ça veut dire quitter quelque chose, grandir et toujours quelque chose qui a à voir avec la perte. Donc bien sûr, la perte, ça veut dire devoir faire un deuil, et plutôt que de parler du travail de deuil, moi j'aime bien parler plutôt des travaux forcés du deuil. Il y a quelque chose là qui dit davantage cette réalité, il faut y aller et il faut prendre les moyens, et surtout, comme les travaux forcés, j'imagine que c'est toujours beaucoup plus long qu'on l'imagine. C'est comme une sorte de condamnation dans cette condition humaine à aller travailler, enfin, à appliquer, à exécuter ces travaux forcés du deuil, de la séparation et de la perte. Avec donc tout ce que je redirai plutôt à la fin du mois de juin sur ces étapes de deuil. Là, je parlerai davantage du deuil. Voilà pour ce tableau. Donc, dépression comme rupture de ce cycle-là, comme sortie de ce cycle de la vie. Mon deuxième point, que vous avez déjà entendu là, la dépression comme mécanisme de défense, et puis j'ai pas pris le temps dans le tas de veille de mettre aussi, mais également comme outil de restauration, comme outil de croissance, hein, bien sûr. C'est pour ça que je dis bien, c'est d'abord je veux pas vivre ça, donc je risque de me déprimer. Je veux pas m'adapter, vous voyez tout ce que j'ai mis là, je veux pas souffrir, donc je mets ça aussi comme un moyen d'anesthésier. Je préfère être dans cette anesthésie générale que de sentir la douleur, et je mets en quatrième pôle, là, bien sûr, cette étape de deuil obligatoire, incontournable, la dépression. Donc nous avons surtout à distinguer le deuil ponctuel qui est associé à une étape de vie et de perte, et donc de deuil, enfin de deuil plus globalement, et ce que nous redoutons, et ce que nous pouvons observer autour de nous, quelque chose qui n'a pas à voir avec ce deuil ponctuel, qui a à voir avec un deuil qui s'est chronicisé, faute d'être accompagné. Donc il y a eu une sorte d'installation, ce n'est plus une épreuve de vie, ça devient un état pérenne, un état installé, et un état qui prive dans la durée la personne de toutes ses ressources. Et donc déjà, distinguons bien les deux. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi dire, ça peut être un moment de déprime, ça peut être un moment de dépression, ou ça peut être quelque chose qui s'est installé là, comme nous le voyons, j'ai certaines personnes qui n'ont pas pu vivre, enfin traverser cette zone de turbulence, encore une fois, en étant accompagnée, bien sûr. Et puis, le troisième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est les faux amis. C'est là que je vais revenir abondamment pour bien nous permettre à chacun de savoir où nous risquons de nous retrouver s'il y a une panne dans notre histoire. Alors, avant de faire toutes ces distinctions, non, je vais... Si, je vais commencer par ça. Ça sera déjà une première étape, et après je vais reprendre tout ça. J'ai mis le stress va toucher soit quelque chose qui est ma façon de travailler, soit des problèmes, soit des expériences, soit des questions. Et déjà là, j'ai une première façon de distinguer ce sur quoi ça va porter. Si j'ai trop de travail, trop étant bien sûr très subjectif, hein, non, de moi évidemment aussi. Dans ce cas-là, je vais être dans du surmenage. Et vous avez entendu tout à l'heure que je tiens beaucoup à revaloriser le surmenage, qui est l'acceptation que je peux faire, parce que je suis motivée, parce que j'ai un projet qui me passionne, de faire plus de travail, c'est-à-dire de dépenser plus que je n'ai de ressources. Donc là, c'est quelque chose qui n'est ni dramatique, ni rien, et qui va juste nous permettre de voir aussi, comme je l'ai déjà dit quand je travaillais sur la fatigue, est-ce que je serais tentée de remettre mon tipi dans la victimisation? Mais le surmenage peut être vécu sans du tout de victimisation. Hein? Je sais que j'ai à tracer, quand on écrit un livre, je regarde quelqu'un en face de moi, c'est-à-dire qu'on va moins dormir, etc. Oui, c'est un excès de travail par rapport à ce que je devrais respecter de mes 8 heures de sommeil, je ne sais pas quoi, mais il n'y a rien de dramatique, est-ce que vous l'entendez? Donc, donnons-nous au contraire la permission d'accueillir ces exigences de notre vie, ces défis à relever, en sentant que c'est aussi une vertu que nous avons, de ne pas être avec les 3-8 dans notre vie habituellement. Donc, réhabilitation. Donc là, oui,
je mets fatigue parce que c'est le mot qui va venir, mais en fait je vais plutôt dire effectivement quelque chose d'une surcharge, je vais plutôt manquer de sommeil, etc. Et donc là, l'option la plus simple, c'est la gestion du temps. Comment est-ce que je vais m'organiser, à quoi est-ce que je vais renoncer, etc. Rien de dramatique, rien qui ne soit de notre condition humaine, là, hein, dans ce surmenage. Ensuite, je vais passer, excuse-moi, je vais plutôt prendre la troisième colonne, qui est celle d'une expérience donc de deuil, une expérience de perte, comme je disais, une expérience, une panne sur mon chemin. Là, il y a donc l'épreuve du deuil. Et là, c'est vraiment une des trois choses que je vous demande de retenir là. Quand mon expérience est celle de la perte, je fais un deuil. Et la dépression, c'est toujours, dépression, c'est toujours en priorité quelque chose qui a à voir avec des émotions qui ne sont pas exprimées. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire dans les livres et d'autres lieux comme ça de réflexion sur notre condition humaine, ce n'est pas d'abord le chagrin qui n'est pas exprimé là. C'est la dépression est toujours à base de colère pas exprimée. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. On va voir que je vais bien sûr y revenir, mais le déficit de chagrin va nous conduire à autre chose, mélancolie, etc. Mais la dépression, au sens où nous l'entendons, quelque chose, une expérience spécifique et extrêmement douloureuse, c'est d'abord un déficit d'expression de l'émotion colère. La colère serait, par exemple, de ne pas avoir été entendue dans cette traversée, d'avoir été seule? Non, oui, bien sûr, mais d'abord autre chose. Voilà, qui peut avoir été majorée par la situation dans la dépression, mais l'entrée, la porte d'entrée dans cette expérience de dépression dont nous souhaitons qu'elle soit ponctuelle, c'est toujours, au moins en grande partie, de la colère qui n'a pas été entendue, donc pas non plus identifiée comme telle. C'est surtout ça. Parce qu'après tout, si je sens que je suis en colère, que je n'ai pas entendu, je peux au moins, moi, être une bonne mère pour moi et savoir que je ne suis pas dupe. Mais c'est le fait d'être dupe qui nous rend plus vulnérables à cette traversée de la nuit. Donc émotion, et bien sûr, pour réparer, donc, comme on avait la gestion du temps avec le repos, là, les vacances, ici on va avoir encore et encore l'attachement. Hein. C'est comme je le disais dans le tableau précédent, c'est pas autre chose, c'est l'attachement, l'appartenance qui vont m'aider effectivement à exprimer, à trouver des personnes témoins auxquelles exprimer mes trous dans l'âme, mes épines, aussi dans le cœur, etc. Mais c'est la solitude hein, qui va bien sûr augmenter encore cette dépression. Surtout si on me dit repose-toi, si on dit arrête de pleurer, ou les choses pourraient être pires, enfin toutes ces sottises que nous avons tous entendues. Ça, il n'y a pas eu d'exception. Et donc ça, évidemment, ça renforce en ce que vous disiez à l'instant, Bénédicte, le sentiment de ne pas du tout être entendu, de ne pas avoir d'empathie suffisamment chaude pour pouvoir s'y appuyer et être réconforté. Et donc, tout notre système, là, va en sens contraire de ce dont on aurait besoin quand on est en dépression. Notamment les prescriptions médicales, les découragements à pleurer. Une des caractéristiques, je redis bien parce que j'ai trop peur d'oublier tout à l'heure, de la dépression, c'est qu'il n'y a pas de larmes. C'est ce à quoi on reconnaît une dépression. Vous n'oublierez plus jamais ça. Tant que je pleure, j'évite la nuit noire de la dépression. Lorsque je suis dans cette nuit noire de dépression, je n'ai plus de larmes parce que je suis tellement anesthésiée. C'est à ça qu'on reconnaît. Et quand un médecin généraliste dit « vous pleurez, donc vous êtes en dépression », il est juste à contre-courant de la réalité de notre condition là, de personnes en souffrance, de mammifères en souffrance. Vous jurez que vous ne l'oublierez plus jamais? Oui, c'est sûr. Bon, voilà. Je repasse à mon concept de burn-out. C'est quand il y a beaucoup de problèmes. Mes problèmes là, au fond, je devrais dire, vous avez à le rajouter ici, j'y reviendrai dans un petit moment, quand il y a des contraintes, des attentes, des problèmes à régler, des choses difficiles, et je rajouterai tout à l'heure aussi, lorsqu'il y a en plus des problèmes à régler, des messages paradoxaux, c'est-à-dire ce que j'appelle les missions impossibles, quand on vous demande une chose et son contraire, quand on vous demande de remplir une mission, mais que vous n'avez ni le temps, ni l'argent, ni les conditions, ni les associés, là, nous sommes effectivement dans ce qui va être le terreau pour le burn-out.
Donc là, on va avoir épuisement des ressources personnelles, j'y reviendrai. Et là, il n'est pas question d'émotions comme dans la dépression, il est question des besoins qui ne sont pas identifiés et pas respectés et des limites qui ne sont pas non plus identifiées et respectées. Et là, ici, j'ai besoin de pleurer dans la dépression. Ici, j'ai besoin d'apprendre à dire non. Vous aurez un tableau encore tout à l'heure. Et, ça va Dominique? Affirmation et protestation. Oh, ça c'est... Bah oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, en conclusion, je redirais bien que j'aime bien jouer sur prostration d'un côté, protestation de l'autre. Voilà. Un mot qui est radicalement différent aussi des autres, là, et notamment du burn-out, c'est le harcèlement. Je dis que là, quand on est dans la colonne du burn-out, on peut se trouver en face de quelqu'un qu'on traiterait de tyran, qui impose, etc. Quand nous sommes dans du harcèlement, nous ne sommes pas en face d'un tyran, nous sommes en face d'un manipulateur. Oui, pervers ou manipulateur. Donc ce sont des dynamiques différentes. Donc là, c'est quand il y a mes questions pour distinguer du harcèlement, on arrive à une forme d'inhibition, et j'ai mis, ça touche pas les émotions, pas les besoins, ça touche l'intégrité de la personne. L'intégrité physique, quelquefois, l'intégrité psychique, psychologique, morale, affective, etc. C'est le mot important, intégrité. Et là, besoin, donc pour réparer tout ça, besoin d'être dans la distance et la contre-manipulation. Ça vous donne déjà mon plan, en gros. Ce tableau, surtout pour commencer à bien voir que ce sont des attaques de la diligence de nature différente. J'espère que vous l'entendez bien. Et comme aujourd'hui, bien sûr, le mot à la mode, c'est burn-out, on va mettre ça sur des choses qui n'en sont pas, qui peuvent être de la dépression, du harcèlement, voilà, déjà distingué. Alors, ça c'est une conclusion. Ce que j'aime bien, je vais déjà parler de ce tableau. Là, vous avez le tableau donc des positions de vie. Hein. Plus, moins, plus et moins. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je suis en plus, cette position de vie, de créativité, de confiance, oui, je peux avoir du surmenage. Oui, je peux aussi avoir de la dépression, mais la dépression, elle couvre tout, parce que toute notre vie, nous pouvons avoir cette attaque de la diligence-là. Mais si je suis en plus, je peux être dans le surmenage. Alors que si je suis en moins, c'est là que je vais retrouver le bore-out, qui était cette espèce d'hémorragie, de désir, de rêve et de couleur. Je vais avoir, c'est-à-dire c'est le syndrome de fatigue chronique, là aussi, dont je n'ai pas parlé, je vais y revenir. SFC. Et puis l'épuisement aussi. L'épuisement, il pourrait être aussi dans d'autres lieux. Je l'ai mis là parce que c'est quelque chose qui dit l'abandon de poste. L'épuisement, on voit quelqu'un à l'arrêt, ce qui n'est pas le cas du surmenage. Voilà. Et ce que j'ai mis en rouge, en diagonale, là, c'est tout ce qui a à voir avec peu ou prou de manipulation. Harcèlement, burn-out, voilà, ce sont des questions de relations. Il faut qu'il y ait un prédateur, une proie, un prédateur, mais qu'il y ait quelque chose qui dise un défi à relever, qui dise une manipulation, qui dise une maltraitance. Pas de la même nature, mais là, nous avons bien cette complémentarité dans toutes les manipulations entre plus-moins et moins-plus. Et plus-moins, il y a quoi comme... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à plus? Plus-moins, on est dans ça, il y a le harceleur, le harcelé, enfin, il y a toutes ces choses, ça se complète. C'est forcément à deux, mais c'est pas toujours celui qu'on croit qui maltraite. Hein, parce qu'il y a aussi la maltraitance de la victime. Donc la victime peut être, elle, soit en moins-plus, soit en plus-moins. Elle peut jouer de son pouvoir à ce moment-là. Et la différence, elle est du coup entre le surmenage et l'épuisement, ça serait le sens ou le... Oui, c'est ça. L'épuisement, il y a quelque chose, je disais, j'abandonne le bateau. Le surmenage, je sais que je dois être vigilante, que c'est pas ce que j'aurais rêvé, évidemment, mais il y a une cause, un projet, ce que j'appelais il y a 2 mois l'ambition. Il y a quelque chose là qui fait que je veux laisser quelque chose de différent, je veux atteindre quelque chose, je veux réaliser quelque chose. Et donc, je vais avoir un prix élevé en termes de travail, je ne sais pas quoi, mais, et j'accepte. C'est-à-dire que là, c'est valorisé par
quelque chose d'un choix que je fais, d'une décision que je prends, et d'un sens surtout que je donne à ce que je fais. Alors que dans l'épuisement, oui, il n'y avait pas de sens. Je tourne en rond, ce qui se rapproche du bore-out d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et je suis seule à savoir. Parce que c'est moi qui sais si j'ai investi ce projet, cette réalisation d'une façon suffisamment, je veux dire, aidante pour moi. Enfin, oui. C'est quoi SFC? Syndrome de fatigue chronique. Ah oui. Donc encore une fois, le mot important, c'est celui d'adaptation, ce que j'aime bien dire. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, le stress, c'est une réponse non spécifique de l'organisme, je n'ai pas pensé, à toute sollicitation, donc à des agents stresseurs. La vie, je pourrais la définir aussi comme un processus permanent d'adaptation aux crises, aux circonstances, et aux circonstances continuellement changeantes donc de l'existence. Et la dépression, comme toutes les maladies, c'est une défaillance ponctuelle ou chronique de ce mécanisme d'adaptation. Donc voilà, tout ça c'est sous le terme d'homéostasie. Tout devrait être revu sous cet aspect de en mouvement, avec des pannes et avec des choses comme ça. Et chaque fois, bien sûr, ce sont des expériences éminemment intimes et dont je redis chaque fois aussi combien ça suppose que nous puissions nourrir et l'attachement et l'appartenance pour traverser le torrent. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais revenir sur chacun de ces mots. Sur le surmenage, donc je dis bien déséquilibre entre les ressources et les dépenses. Exactement comme on pourrait l'avoir sur un compte bancaire. Il y a quelque chose là qui est en rouge. Voilà, je suis en rouge par rapport à mes ressources. Donc ça peut être sur le plan de l'action, de physique, ça peut être aussi un surmenage intellectuel, enfin de mental. Je peux ne plus en pouvoir, pouvoir ni lire, ni écrire, etc. Ça peut être ponctuel avec un coup de feu, avec ce qu'on appelle faire charrette. Ça peut être par exemple une expérience de jeune maman avec un bébé nouveau-né qui la réveille beaucoup, etc. Ça peut être ce que nous vivons au moment d'un concours, d'un examen, de toutes ces choses très ponctuelles, mais attention de bien savoir que c'est quelque chose que nous avons choisi. Donc, soit ça peut être ponctuel, soit ça peut se répéter. Et là, il y a un risque de passer dans une autre nature de trouble, si c'est récurrent. Bien sûr, ça peut être du côté de l'usure, et on va trouver l'usure du côté de burn-out, mais ce n'est pas suffisant pour que ce soit du burn-out. Je peux me sentir victime ou pas, je peux être dans la passivité ou au contraire dans quelque chose de la responsabilité. Donc, c'est une histoire d'activité, mais c'est aussi une histoire de quantité et de qualité. C'est pour ça que je disais la gestion du temps nous permet de faire d'avoir cette réflexion sur qualité et quantité. Et aussi, ça concerne une histoire de notre relation à la réalité. Est-ce que ce surmenage, est-ce que je le majore par rapport à des croyances que j'ai, ou est-ce que je sais être dans une forme d'économie de l'activité qui me permet d'éviter effectivement la surcharge de ce surmenage. Donc, quand je suis dans le surmenage, je peux m'interroger sur quels sont les besoins que j'aurais maltraités, quels sont les effets secondaires. Mais encore une fois, on est hors dramatique. Alors, l'objectif, c'est pas d'en sortir, du coup, je comprends. Non, éventuellement, si je vois que je suis en train d'en faire un style de vie, mais pour éviter de sentir, pour éviter d'être dans mes rêves à réaliser, et donc je m'agite. Je peux faire ce test-là. Je peux m'interroger sur mon talent, je peux m'interroger sur mes mécanismes de défense, mais je peux aussi me réapproprier le choix que j'ai fait et accepter ce surmenage, mais en étant dans une relation avec moi-même de bonne mère. Voilà. Pour éviter un excès qui pourrait, lui, me faire passer dans quelque chose de dramatique. Quand je suis dans la dépression, je suis donc dans une des pires expériences, c'est-à-dire c'est la perte de l'espoir, c'est la perte de l'élan vital, c'est la perte du désir, c'est la perte du goût, c'est la perte de la faculté de voir la vie en couleur. C'est vraiment quelque chose de redoutable et c'est très injustement souvent
méconnu par les personnes qui n'ont pas mordu la poussière et qui n'ont jamais évidemment fait cette traversée du tunnel à la fois noir et humide. Donc j'insiste beaucoup sur la dépression comme une réponse émotionnelle et physiologique à l'expérience d'une séparation, d'une perte d'un enfant, donc à l'expérience du deuil général, et surtout, je l'ai déjà dit, toute tristesse, ce n'est pas l'angoisse, ce ne sont pas toutes ces choses avec lesquelles on les confond. On confond la dépression. Ce ne sont pas les larmes non plus. Est-ce que ça, vous l'entendez bien? C'est autre chose, c'est d'une autre nature. Et nous pouvons nous donner un outil majeur et magique pour sortir de la dépression, c'est d'arriver à pleurer. C'est pour ça que c'est important dans les groupes où nous pouvons avoir cette permission tout à coup, grâce à l'accompagnement, de retrouver l'accès aux larmes. Si je pleure, je sors de la dépression. Je remets la sève à circuler. Donc c'est repli sur soi, absence de mouvement, ralentissement de la pensée, ralentissement de l'action, enfin toutes ces choses qui ont à voir avec une mauvaise régulation de ce système d'adaptation. Tout à coup je suis en marge, je suis sur le bord du chemin et je ne sais pas à quel moment je pourrais remonter dans le train ou dans le métro. Donc ça concerne le comportement, ça concerne les émotions, ça concerne l'humeur, ça concerne la pensée aussi, quand la tête est vide. Donc ce que j'aime bien associer aussi avec cette terrible expérience, qui peut ressembler à une maladie, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le sentiment d'étrangeté. Tout à coup je suis étrangère à moi-même et le monde m'est étranger. Est-ce qu'on ne va pas retrouver forcément dans les autres expériences? Et un mot qui me parle un peu moins, mais j'ai trouvé intéressant aussi dans certains livres sur la dépression, c'est aussi quelque chose comme s'il y avait une erreur de la pensée ou une erreur de la sensibilité. Moi je préfère dire le monde m'est étranger, mais ça c'est vous qui voyez ce qui vous parle le plus. Bon, toujours est-il que quand je vois dans les vitrines des livres sur la dépression avec « Vaincre la dépression », vous imaginez que j'ai juste envie de bazarder tous ces livres. Il n'est pas question de vaincre la dépression, il est question de la traverser, de la vivre. Alors dans certains livres, de la subir, peut-être pas la subir, mais en faire effectivement une expérience ponctuelle à traverser pour retrouver quelque chose d'une autre homéostasie. J'y reviendrai dans les distinctions. Alors, quand je parle de burn-out, je parle, bon, si je suis au sens littéral, c'est qui est une sorte d'incendie intérieur, ce qui va déjà distinguer avec burn-out. Donc, le mot là, c'est une sorte d'épuisement progressif des ressources. C'est bien sûr plutôt dans les relations professionnelles. On parle aussi de burn-out maternel pour ces personnes qui vont vivre aussi avec les deux mots-clés. Les deux mots-clés, je vous les redis, c'est les attentes des autres et les contraintes posées. Les contraintes, je peux les poser moi-même, mais c'est toujours quelque chose que je distingue aussi des obligations. L'obligation, c'est ce que je peux me donner quand je suis dans l'expérience du surmenage. Je me donne quelque chose, voilà, je me mets dans cette obligation. La contrainte, j'insiste sur le fait que je la vois comme quelque chose que je vais subir, elle m'est imposée, ou je me l'impose aussi, bien sûr. Et c'est ça qui va me faire passer de l'adaptation du surmenage à la suradaptation du burn-out. Oui, déjà. Il y a quelque chose que j'abandonne de moi. Et je deviens dupe. Voilà, je ne respecte plus quelque chose de moi. Si je le fais dans le surmenage, je ne suis pas dupe, je veux dire, voilà, je sais que je manque de... Mais je maîtrise encore la situation, je reste au volant de ma voiture. Lorsque je suis dans le burn-out, je quitte la posture, je quitte le volant, je laisse quelqu'un d'autre monter dans la voiture et prendre le volant. Et donc, je suis là dans une situation de dépendance, de suradaptation, et surtout le mot-clé, c'est le mot attente. Je vais devenir dépendante des attentes des autres sur moi, dont je n'ai pas conscience à ce moment-là. Ce sont ces attentes, je vais moi être dans l'illusion que ce sont vraiment les attentes que j'ai sur moi. Et donc là, déjà, c'est une autre du prix. Donc, je vais être en difficulté pour répondre aux attentes, pour relever les défis qui me sont posés, pour identifier les exigences, et pourquoi pas des exigences, mais à condition qu'elles ne deviennent pas des performances à réaliser. Donc il y a quelque chose où je suis
en train, là, de passer des objectifs légitimes aux défis qui me met en grande vulnérabilité. Hein, tout le monde se souvient bien de la distinction entre objectifs, c'est moi qui décide, défis, ce sont les autres qui attendent de moi que je leur prouve une chose ou son contraire. Donc, le mot-clé ici, ça va être impuissance, évidemment. Ça va être lassitude, ça va être essoufflement, ça va être usure, la lassitude extrême, qui n'a rien à voir avec ce que je disais en position plus, où il est question d'être en sur-régime, mais pourquoi pas. Et je vais dire tout de suite que le lieu où il y a le plus probablement de burn-out, ce sont les lieux de soins. Donc on a bien sûr l'hôpital, on a bien sûr la police aussi, tous ces lieux d'interaction, donc de présence auprès de personnes qui ont besoin, on retrouve les 4 étapes donc, du burn-out, c'est l'enthousiasme, la générosité, l'empathie, ensuite quelque chose qui se grippe un peu, ensuite un moment où il y a une expérience de dépression et d'envie de renoncer, et ensuite effectivement cet épuisement et alors là pour le coup tout à fait justifié dans le vocabulaire, ce burn-out, c'est-à-dire vraiment cet effondrement. L'effondrement peut être très soudain, et ça on peut avoir la surprise de voir quelqu'un vraiment, comme on dit, craquer, ou cet effondrement peut avoir été déjà observé, soit par la personne, soit pour les gens autour de lui, autour d'elle, longtemps avant. Donc voilà, est-ce que vous voyez déjà comment ça se distingue de la dépression, hein? Rien à voir, rien à voir. Donc on trouve ça... des attentes, c'est aussi celles qu'on se met. Oui, mais si ce sont celles que je me mets, je suis dans l'objectif. Mon objectif, j'ai des attentes. On ne peut pas faire un burn-out je les confonds pas. Non, enfin, sauf si... parce que là, dans le burn-out, je suis en relation avec quelqu'un, bien sûr. Mais si je suis dupe, c'est une histoire de pas conscience. Savoir dire non. Oui, bien sûr. Mais ça, on porte en soi. Mais bien sûr, attendez juste un tout petit peu, parce que je vais y revenir. Je vais y revenir à quelque chose que je vois dans aucun livre justement à ce sujet, qui va rejoindre mon assiette épinard. Bon, un tout petit peu de patience. Donc, ce que je veux dire, c'est, on trouve ça donc, chez les soignants, dont vous vous souvenez qu'on peut l'écrire de 2 façons, hein, soit niant, se nier soi-même, et donc bien sûr c'est la grande vulnérabilité de ces personnes qui peuvent être dupes et quelquefois embarquées. On trouve ça surtout en pédiatrie. J'ai parlé à un groupe l'autre jour, en réanimation. On trouve ça dans le clergé aussi. On voit beaucoup de personnes être dans cette générosité qui tout à coup se trouve épuisée. Les avocats, chez les bénévoles bien sûr, mais on a donc les gens dans la justice, l'éducation, la police, la prison et les hôpitaux. Hein, on voit tout ce qui est commun là, où on mise sur la relation, mais que la relation n'est pas valorisée pour ces bénévoles, ou qui ne sont pas bénévoles d'ailleurs. Et tout à coup, il y a aussi une autre erreur, là, et j'y tiens beaucoup, et notamment je vois ça chez les profs, et j'en parle beaucoup quand je travaille sur l'attachement. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'affectif et qui vont attendre notamment d'être aimées au lieu de se contenter d'être reconnus. Et que ça, c'est vraiment la porte ouverte au burn-out. Je n'ai pas à attendre de mes élèves qu'ils m'aiment, je peux exiger qu'ils me reconnaissent et qu'ils respectent la personne que je suis et ce que je pose et le contrat. Mais souvent ces personnes vont être tentées, consciemment ou inconsciemment le plus souvent, de réparer de vieilles blessures, de manque d'amour dans ces transactions-là. Et c'est là que le ver s'introduit dans le fruit. Parce qu'elles vont mal supporter de ne pas être aimées. Et de ne pas être reconnu en plus, donc il y a double peine là. Donc il y a un autre mot aussi important pour le burn-out, c'est quelque chose de la déshumanisation. C'est pour ça que je parle beaucoup de ce qui se passe à l'hôpital, parce qu'au bout d'un moment, les personnes doivent faire, je ne sais pas comment on appelle ça, remplir des cahiers sur les transmissions, et elles vont passer plus de temps à écrire des choses qu'à être en relation, et elles ont fait ce métier pour être en relation, pas pour écrire des cahiers et des pages sur la transmission. Donc il y a une sorte de cynisme, quelquefois de déshumanisation, de manque de reconnaissance, et tout ça va être donc plombé ou pollué par l'administratif, la procédure,
au lieu de rester un métier d'abord choisi pour l'humain que ça proposait. Donc du détachement, le contraire de l'attachement ici, le détachement. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un peu dans le burn-out un peu de déni de principe de réalité? Bien sûr. Parce que dans tout le travail, il y a des aspects très rébarbatifs. Absolument. Donc, c'est une idéalisation. Oui, bien sûr. Quand je dis empathie, bien sûr qu'il y a une forme d'idéalisation, et plus grande idéalisation, plus dure est la chute du fait de ces contraintes, encore une fois, des contraintes qui viendraient de l'extérieur. Sentiment d'échec personnel, on voit ça chez les profs aussi, du doute, de la culpabilité et de la honte. Et en fait, c'est là que je reviens à votre question, Claire. Ici, je mettrai quelque chose de la culpabilité. Non, pardon. Là, on a la honte de ne pas y arriver, ça remet en question quelque chose de son estime, alors que du côté de la dépression, on va avoir la culpabilité, plutôt. En gros, ici, à partir du moment où je voulais distinguer. Ici, pour le burn-out, on va être plutôt dans la honte, parce qu'on est du côté de l'idéalisation. Je n'ai pas été ce brave petit soldat. C'est moi que je remets en question, mais pas ma compétence, moi, pour qui je suis. Alors que souvent, dans l'expérience de la dépression, il y a de la culpabilité. Culpabilité étant que je relie, moi, bien sûr, à la colère. Et je vais rester dans la culpabilité, faute de pouvoir évidemment remonter sur mon cheval grâce à l'expression du courroux, de la colère et de la plainte. Là, on va retrouver aussi, mais oui, qu'on ne retrouve pas dans la dépression, l'impatience, le risque de basculer donc, dans le détachement ou l'indifférence, je viens d'en parler, et puis la grande irritabilité aussi. Donc, tentation de sortir du film, enfin de cet engagement, mais avec un sentiment d'échec. Avec le sentiment d'avoir été tampon et de ne pas pouvoir changer la situation et, comme vous avez parlé d'idéalisation, de ne pas pouvoir changer le monde, de ne pas pouvoir le rendre meilleur. Hein, parce que c'est ça le défi, avec le risque de confondre le travail avec l'étoile. Hein, l'étoile étant effectivement l'idéal que quelque chose devienne, que le monde devienne meilleur. Mais si moi je me fixe cet idéal de rendre le monde meilleur, je risque effectivement d'avoir une déconvenue cruelle. Je passe là, tout ça je vais dire, au harcèlement. Harcèlement, je le dis bien, qui touche l'intégrité. Je crois qu'il n'y a pas de jour où on évoque toute cette recrudescence de harcèlement dans les écoles, dans les collèges, dans bien sûr tous les différents types d'établissements, aussi dans les sociétés, les entreprises. Et je suis toujours étonnée de voir qu'on est encore dans une forme de déni de deux choses, et de la violence évidemment de ces harcèlements, violence bien sûr tragique lorsque ces jeunes, notamment ces enfants ou ces ados, ne se sentent pas la légitimité d'en parler à une personne de confiance, où ils continuent à subir pendant plusieurs années, et on voit bien ce qui peut bien sûr nous heurter gravement, que ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide, donc on se dit bien il y a un bug là. Mais si j'insiste là-dessus, c'est que vous m'entendez régulièrement revenir à ça, ce harcèlement dans un établissement, quel qu'il soit, suppose déjà que la personne qui le tolère, ce harcèlement, a déjà été victime, c'est-à-dire qu'elle a déjà dû être dressée à supporter quelque chose qui ne prendrait pas en compte son intégrité. C'est pour ça que, au risque de vous lasser, je vais reparler de l'assiette d'épinards. Hein, si j'avais été respectée dans cette élaboration de ma protestation et de mon nom quand j'étais bout de chou, probablement ça aurait découragé les prédateurs possibles, les harceleurs potentiels, de s'attaquer à moi. Hein, c'est ça la grande injustice. J'aurais déjà été victime de maltraitance d'une façon ou d'une autre, ou de qu'est-ce que je pourrais dire là, de forçage, de quelque forme que ce soit, et que c'est ce que le candidat à la prédation va tout de suite détecter chez moi. Hein, ça, vraiment j'insiste, que ce soit à 4 ans ou à 40 ans ou plus, si je me vois effectivement choisi, élu malheureusement
par quelqu'un qui va pratiquer, qui va tenter du harcèlement chez moi, c'est que c'est pas qu'il est méchant et je sais pas quoi, c'est moi quelle est encore la blessure que je n'ai pas réparée et qui fait que ça clignote dès que je suis en face de quelqu'un qui cherche effectivement un bouc émissaire ou une tête de turc, etc. Est-ce que vous l'entendez bien? La place dans la famille, ça joue aussi? Oui, mais oui. Pas forcément. Oui, ça peut, mais je ne donnerai pas ça en priorité. Parce que je peux avoir été aussi rendue vulnérable, soit du fait d'avoir été victime moi-même dans la famille, soit d'avoir été témoin de mon petit frère, de ma petite sœur, ou de mon grand frère, de ma grande sœur aussi. Donc ça renvoie vraiment à ces toutes premières expériences, comme tout ce que nous voyons ce soir. C'est tout ce qui se joue là que j'évoque ce soir, ça ne fait que nous remettre en scène quelque chose des premières expériences, des premières représentations, des premiers liens que j'ai eus et des premières expériences heureuses ou malheureuses que j'ai pu avoir. Tout ça, bien sûr, va se remettre en scène. Et j'aime bien parler aussi de toutes ces ondes de choc des toutes premières expériences. Et, en fonction de ce qui s'est vécu pendant les toutes premières années, effectivement, les ondes de choc vont être du côté de croissance, créativité et confiance, ou bien ça va être du côté des pannes, des bugs et de tout ce qui va être bien plus difficile effectivement à dépasser. Mais c'est vraiment ce que je trouve qu'on n'en parle jamais assez de cette vulnérabilité que nous portons tous et qui nous rend effectivement plus fragiles dans une situation de surmenage, mais bon, dans une situation de tous ces messages paradoxaux et donc des problèmes à régler, dans l'expérience de la dépression ou dans l'expérience du harcèlement que moi je trouve spécialement pointue, parce que autant je disais tout à l'heure que nous n'allons pas faire l'économie de la dépression ponctuelle après un choc, etc., nous pouvons prétendre faire évidemment l'économie de l'expérience du harcèlement. Ça, c'est certain. Et là, ça n'a pas à voir avec notre condition humaine, ça a à voir avec notre condition d'enfant et nos blessures d'enfant. Une question? Alors, je vais juste redire ma façon la plus concise de parler de ce harcèlement. C'est en face de l'autre potentiel prédateur, est-ce que je vais supporter soit d'être son objet, soit d'être comme lui, soit d'être rien. Mes trois directions que j'aime beaucoup. Est-ce que l'autre me considère comme lui, comme rien ou comme un objet? Comme une proie. Voilà. Donc, le harcèlement, ça va commencer par une agression plus subtile. La violence est plus difficile à repérer, plus difficile aussi à identifier et ensuite à traiter. Le harcèlement, c'est vraiment de l'arsenic pur, mais avec un goût de sirop d'orgeat. Donc c'est pour ça qu'on s'y prend pas. Au début. Au début, mais parce qu'on se laisse évidemment avoir. Donc malheureusement, c'est ce que je disais, j'ai pas dit le mot, le harcèlement est un sujet éminemment tabou. On évite vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi est-ce qu'il est plus subtil? Parce qu'il y a de l'implicite, il y a des règles occultes. On voit ça dans les témoignages des personnes qui ont été des proies d'un pervers, etc. La langue est codée. On ne parle pas, on code et on décode. On n'est pas dans l'explicite, on est dans l'implicite. On n'est pas dans quelque chose d'un conflit, on est dans des sous-entendus. Le conflit est une chose vraiment bien sûr positive pour nous permettre justement d'éviter tout ce harcèlement. Le conflit rend de la santé, enfin met de la santé dans l'air. Des menaces. Menaces bien subtiles, oui. Du chantage, des menaces, enfin, tout ce qu'on retrouve dans les manipulations. Je ne vais pas refaire tout. Donc on va trouver ça dans les styles de management qui vont se rapprocher bien sûr de ce qui s'est passé dans les familles, avec menaces, chantage et plus éventuellement. Alors, Ariel, je peux revenir sur le tableau du stress, là. Oui. Au niveau du travail, on ne peut pas arriver au bore-out avec ce symptôme de... Non. J'ai pas encore parlé de bore-out, je vais le dire maintenant. Ah, voilà.
pour bien distinguer. J'étais en train de passer à autre chose. Non. Ça veut dire que si dans notre famille on a été victime de menaces ou de chantage, on pourrait reproduire à l'âge adulte, on pourrait retourner dans ce schéma-là. Non, si ces conditions de vie enfant n'ont pas été traitées, n'ont pas été réparées. Parce que si ça a été réparé, je vais traverser mon siècle de vie bravement. Mais si je n'ai pas traité ça, évidemment, les autres vont le repérer comme quelque chose de ma vulnérabilité. Alors, ça. Donc, quand on parle de bore out, je vais trouver quelques mots clés là. Que c'est une découverte assez récente, pas aussi le mot lui-même, mais aussi l'expérience telle qu'elle est vécue. Hein, c'est la placardisation. Quelques mots. Donc, c'est le fait d'être en sous-régime. C'est le fait de ne pas avoir de signe de reconnaissance. C'est le fait de devenir transparent. C'est le fait de s'ennuyer. C'est le fait de ne pas avoir de retour sur investissement professionnel, c'est-à-dire, et au bout d'un certain temps, il y a si peu de travail qu'il y a la nécessité supposée ou hallucinée de devoir faire semblant. Il y a des livres qui ont été écrits ces dernières années de témoignages de gens qui disaient, pour garder la sécurité de l'emploi, je faisais semblant, donc j'allais faire un café, je revenais, je travaillais en fait 1 heure par jour pour garder mon salaire. Et donc là aussi, ça nous invite à réfléchir à quels ont été les messages que nous avons reçus sur la vie professionnelle, sur notre responsabilité. C'est est-ce que je suis prêt ou prête à payer avec cette, donc qui n'est pas une dépression, qui n'est pas du burn-out, mais avec cette sortie de ma vie, ce que j'appellerais donc, on n'est pas dans, ici, on avait hopeless, sans espoir ici, sans aide, ici on va avoir sans vitalité, mais sans désir. Là j'insiste, dans dépression c'est une histoire d'émotion, dans le burn-out c'est une histoire de besoin, et dans le bore-out ça va être une histoire de désir, de vibration. Donc il y a une sorte d'hémorragie. J'ai déjà vu des gens, enfin je pense que c'est possible de faire un bore-out tout en étant surchargé de travail, mais c'est juste qu'il n'y a pas de désir pour ce qu'on fait. Non, il y a pas de non, c'est pas la même chose, non. Non, ça va être une autre forme de dysfonctionnement. Là, je parle vraiment de quelque chose qui s'éteint du fait d'un déficit d'investissement, d'un déficit, pas seulement d'un investissement psychologique ou affectif, mais il y a quelque chose effectivement qui ne permet pas d'avoir le sentiment de maîtriser son travail. Pour moi, le burn-out, c'est vraiment surimpliqué. Enfin, c'est des gens, c'est ce que vous avez précisé, tu as précisé, c'est enfin, un enthousiasme, de l'implication plus, alors que le burn-out, non, attends, ça c'était la première étape. J'insiste sur le fait que, pour moi, la chose spécifique du burn-out, c'est que tout à coup, c'est plus moi qui suis au volant de ma voiture. Quelqu'un s'est assis à côté de moi, a pris le volant. C'est ça, le burn-out. Et je suis en train de m'épuiser sans savoir que je suis à côté, enfin je suis sur le siège passager, et que je ne maîtrise plus. Il y a quelque chose comme ça. Alors que le bore-out, c'est vraiment autre chose, que je vis une hémorragie d'élan, de désir, de rêve, parce que je me crois, à tort ou à raison, ça je ne vais pas développer ça maintenant, dans l'obligation de privilégier la sécurité sur la vie. Et que on me dit à côté, enfin j'entends ça souvent. Ça ne peut pas être dans la première colonne. Non, sûrement pas. Non, ça c'est même l'opposé. Ça, je vais survivre en faisant beaucoup trop de choses, alors que bore-out, je ne travaille pas autant que je voudrais. C'est un épuisement par l'ennui. Donc là, dans burn-out, je vais avoir des ennuis,
dans le bore-out, je vais avoir de l'ennui au singulier. C'est ça la différence. Donc, je me sens disqualifiée, je sens que je perds l'estime de moi, je sens que je perds du temps, que je perds ma vie, que je perds mes couleurs, que je perds tout ça. Hein, c'est une expérience qui n'est pas reconnue comme pleine de violence dans notre culture, mais c'est une expérience extrêmement violente. Ah. Bien. Est-ce que c'est plus clair pour vous, ça? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le cas d'un surmenage dans un défi alors qu'on pensait que c'était un objectif, et tout à coup on réalise la perte de sens, et là on bascule. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Ouais. Pour moi, c'est qu'en est-il de mon degré, attention à la derrière toi, de mon degré de conscience, donc de ce qui se passe. Est-ce que je suis dupe ou est-ce que je continue à maîtriser? Et est-ce que je continue à m'interroger entre moi et moi sur ce que je fais et est-ce que je suis prête à payer le prix de cet excès de travail? C'est quand je ne suis plus dans ce choix, conscient ou inconscient, mais libre, que, évidemment, je peux passer du surmenage à quelque chose d'autre, ici, mais en étant en relation soit avec quelqu'un de vivant, soit avec, évidemment, quelqu'un que j'ai intériorisé en moi. Ce que vous disiez tout à l'heure, Bénédicte, sur entre moi et moi. Mais c'est bien sûr pas moi à l'origine, c'est moi qui parle à quelqu'un que j'ai intériorisé, une figure parentale. Voilà. Comme si on répétait une sorte de soumission quand on était enfant, voilà. À satisfaire sans, alors, je disais en payant très fort. De l'assiette d'épinards, mais c'est la même chose là aussi. C'est que je crois avoir gagné en liberté alors que je ne fais que remettre en scène cette toute première scène d'obéissance, de soumission, de suggestion aussi à quelqu'un qui saurait mieux que moi ce que j'ai à faire, notamment de privilégier la sécurité plutôt que la vie. Et c'est ce qui nous intéresse quand un adulte veut changer d'orientation et quelles sont les réactions des parents. Est-ce que c'est écoute et ta retraite ou est-ce que c'est oui, tu as la possibilité aujourd'hui de ça. Alors, qu'est-ce que je vais d'autre à dire? Donc, sournois, hein, ce bore-out, très sournois. Parce que, ça, contrairement au burn-out qui se passe sur le devant de la scène, le bore-out se passe dans les coulisses, puisqu'il y a placardisation. Hein, c'est quelque chose qui va être simulé, on fait semblant, etc. Hein, c'est ça aussi qui est terrible, hein, qui va participer à ça. Alors, je reviens. Je vais aussi, il y a une histoire de honte derrière. Bien sûr, bien sûr. Il y a en fait, merci de dire ça, mais il y a les deux. Il y a à la fois la honte, mais il y a aussi la culpabilité de ne pas s'acquitter, enfin de ne pas travailler à hauteur du salaire qu'on touche, etc. Donc il y a vraiment les deux. Et c'est pour ça qu'on est là dans une situation spécialement cruelle, c'est signé, et spécialement tabou, parce qu'il y a les deux. Oui, merci de rappeler ça. Alors, je vais passer... Les sentiments de fatigue et d'épuisement, de l'agitation, de l'irritabilité, des difficultés à planifier, à se concentrer, à choisir. Ces choses, c'est le commun dénominateur. À prendre des initiatives. Et, autre chose aussi importante, difficulté à réguler l'expression de ses émotions. Je ne parle pas des émotions elles-mêmes, leur expression. C'est-à-dire qu'on va déborder ou on ne va rien dire, ça va être un peu à contre-courant, ça va être quelque chose qui ne sera pas dans la maîtrise. Hein, que ça. Vous vous souvenez qu'à chaque fois que je parle d'émotions, c'est faire accueillir ces émotions et maîtriser leur expression. Et c'est la maîtrise qui va déraper. On a donc des oublis, des insomnies, des douleurs, des infections qui vont augmenter aussi. Bien sûr, un mot-clé, tout ça est un terreau pour les addictions, hein, toute forme de dépendance à n'importe quoi. Je vais commencer par le chocolat, comprenne qui pourra. Un moment aussi de repli, de désintérêt pour ce qui se passe autour de soi. J'ai parlé aussi de cynisme. Et puis, une chose aussi que vous avez à souligner, qui est vraiment un signe très important et qui n'est pas repris comme tel, c'est la tentation de banaliser toutes les formes de violence.
c'est pas grave, c'est pas important. Hein. On passe comme ça rapidement. De position de victime aussi. J'insiste sur un déficit des capacités cérébrales. Hein. On pense moins, on a moins de jugeote, on pense moins vite, on n'arrive plus à lire par exemple, ou réfléchir. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui se décale dans ce que nous pouvons chercher comme équilibre entre un temps social et un temps intime. Hein, c'est ça en fait la bonne gestion du stress, c'est d'arriver à cette cohérence entre le temps social, les rendez-vous qu'on a, etc., et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, ça disjoncte. Les deux mots que je n'ai pas suffisamment dit pour tout, c'est nous avons à bien garder que ça va être aussi très personnel, tout ça, selon nos interprétations de ce qui se passe, évidemment, de tout ce qui peut se passer, et aussi des représentations que nous avons. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est éminemment personnel. C'est qu'en est-il du modèle du monde que j'ai construit, que j'ai pu construire, dans ma famille, dans mon école, avec mes copains, et ça va provoquer des interprétations différentes de tout ce que je vais pouvoir vivre ensuite. Ça va dépendre aussi, ça c'est une petite révision au coin du bois, là, de ma capacité à distinguer désir et besoin, de ma capacité à distinguer émotion et raquette, de ma capacité à distinguer des conflits et des crises, hein, qui ne sont pas la même chose, de ma capacité à distinguer ce que j'ai déjà repris plusieurs fois ce soir, défis et objectifs, et on va voir, aussi, il y a un mot que je n'ai pas dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de contagion dans l'expérience de la dépression, il peut y avoir contagion dans bore-out et burn-out. C'est-à-dire que un groupe peut se trouver tenté d'en faire autant. Si quelqu'un ne fiche plus rien à côté de moi, je vais être tenté effectivement de me rallier à cette passivité-là, à cette paresse-là. Et s'il y a de l'agitation, on sait bien que ça peut embarquer d'autres personnes. Pas la dépression. Tu disais distinguer entre raquette et émotion. Entre honte et culpabilité, mais ça on a déjà vu. Mais le raquette, c'est fait par quelqu'un d'autre, alors que l'émotion... Non. Le raquette, je peux exprimer de la colère au lieu d'exprimer du chagrin, je peux exprimer beaucoup de choses pour éviter de sentir une émotion et l'exprimer. Si j'ai eu l'interdit d'exprimer de la colère quand j'étais petite fille, je vais avoir des migraines, je vais m'agiter. Merci. Voilà, je peux mettre en place des façons d'avoir des soupapes sans que ce soit trop contraire à l'harmonie sociale, à la bonne la bienséance et aux bonnes mœurs. Voilà. C'est ça. Raquette, c'est exprimer quelque chose mais qui n'est pas dans le bon canal. Mais c'est décharger, c'est libérer. Ah oui, du coup ça s'exprime mal. Parce que c'est mieux que rien. Voilà. C'est mieux que rien. C'est pas seulement parce que c'est mal identifié. C'est parce que dans les modèles que j'ai eus, j'ai intériorisé ce qui était interdit et autorisé. Une fille a le droit de pleurer, pas un garçon. Un garçon a le droit de tempêter, pas une fille, par exemple, dans notre culture un peu. Voilà. Et donc, en fonction des modèles que j'ai eus, de ce que j'ai observé chez les autres, mais aussi de ce que j'ai reçu comme permission, je vais trouver des passages, enfin, des options pour quand même exprimer quelque chose, mais il va rester, il va y avoir un reliquat de quelque chose qui n'a pas été bien traité dans le canal, et c'est ça qui va expliquer nos somatisations, mais aussi nos manquements, nos dépressions, et nos manquements, nos maladies, nos troubles. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment évacué, éliminé. Voilà, éliminé est le terme que je cherchais. J'ai une question oui sur la dépression. Est-ce que ça peut être héréditaire? Non. Ce qui peut être la dépression dans les gènes, ça modifie les gènes. Alors, soit tu poses la question et tu as déjà la réponse, soit tu m'entends. Oui. La réponse, c'est que ce qui passe d'une génération à l'autre, c'est le modèle.
Alors, il y a des recherches qui sont faites, non pas sur la dépression, mais sur les pathologies qui sont qualifiées aujourd'hui, enfin qui étaient autrefois la maniaco-dépression, enfin le PMD, et ce qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. Il y aurait un facteur héréditaire, mais là on ne parle pas de dépression. Schizophrénie aussi. Oui, c'est bien sûr traité. J'avance là avec beaucoup de prudence parce que je vois combien c'est gratifiant pour des chercheurs aussi d'arriver à trouver des choses comme ça physiologiques pour éviter d'aller traiter vraiment la violence qui circule et la façon dont chacun de nous a été abîmé, cabossé par des comportements violents. Voilà. Donc on préfère bien sûr parler de bipolarité que de parler de la violence subie. Donc, et que dans la bipolarité, on aimerait bien trouver quelque chose qui a à voir avec une fragilité. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais ça ne dépasserait pas un pourcentage réduit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas cette partie héréditaire, même s'il y a une réalité là, il y a quelque chose d'un contexte, enfin ce qu'on appelle l'épigénétique aussi, le contexte, les attentes et notre faculté de prendre à bras-le-corps notre responsabilité et de ne pas rester victime de ce qui a pu être soit dans ce bagage héréditaire, d'hérédité, soit dans la culture dans laquelle nous avons été. Je pense que actuellement les recherches qui sont faites sur le cerveau sont aussi tout à fait intéressantes, mais certainement que j'en parlerai moins, parce que bon, je connais beaucoup moins ça, que ma priorité qui est notre liberté là, notre champ d'exploration et notre capacité à réparer, transformer et reprendre le cours de notre vie. Voilà. Alors que chaque fois qu'il est question d'hérédité, on a envie plutôt de penser à tout ce qui a à voir la psychiatrie et médicaments. Pourquoi pas? Mais c'est évidemment pas ce sur quoi j'insiste. Voilà. Et pour toi, Aliette, toutes les maladies sont dues à ou pas? En partie, oui, sûrement. Mais comment tu peux dire en partie Parce qu'il n'y aurait pas que ça serait un peu... Mais pour moi, ça a toujours, ça a toujours à voir avec, encore une fois, ce que j'ai marqué là, c'est dysfonctionnement de notre faculté, de notre système d'adaptation, rupture dans le système d'attachement, perte du réseau d'appartenance. Ah oui, ça je le crois vraiment. Je le crois. Parce que bien sûr, nous sommes un système hormonal, etc., qui varie en fonction de toutes ces conditions de vie, et surtout qui est malheureusement encore dépendant d'une culture qui ne fait pas une part suffisamment importante à ces conditions de vie, là, avec une qualité de respect des rythmes, de respect de notre besoin de lien, de notre besoin mammifère, d'être en contact, de parler, oui, d'appartenance. Ce n'est pas encore suffisamment vu. Il y a des témoignages et aussi des observations qui vont tout à fait de ce côté-là, puisqu'on sait que dans les maisons de retraite, les personnes qui ont un petit chat ou qui ont une plante aussi ont beaucoup moins de troubles de santé, parce qu'il y a quelque chose qui est investi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en route sur tout ça. Bon, les Américains sont un peu en avance sur nous, nous ne serons pas étonnés, et nous, nous avons encore un peu de mal à accepter de voir cette responsabilité de ces conditions de vie, qui prennent en compte de notre côté mammifère aussi, et grands bébés. On a besoin de contact, d'être en bébé. Donc, besoin de respecter les besoins, les rythmes, tout ça, bien sûr. Notre besoin de justice aussi. Bon. Est-ce que je peux revenir sur le premier schéma tout en haut, parce que depuis tout à l'heure je me pose la question, ce rond là de la dépression, en fait ça peut atteindre tout le monde. C'est nécessaire. Ça peut atteindre, ça se situe la dépression en fait, par rapport au surmenage, au bore-out. C'est autre chose. La dépression est une expérience que nous avons tous à traverser, quelle que soit notre position de vie. Forcément, il y a des étapes de notre parcours qui vont être assorties d'un moment de dépression, parce que c'est une étape de deuil obligatoire, incontournable, naturelle, humaine, et c'est pour ça que je le mets bien là, c'est étape de deuil. Et nous ne pourrons pas prétendre vivre un siècle sans avoir des pertes, des deuils, etc. Et donc il y aura un moment de dépression. C'est pour ça que je ne le limitais pas à un des 4 quarts, mais c'est pour tout le monde, il y a à accepter d'identifier ce qu'est une dépression
de la distinguer, cette dépression, des autres expériences, et de voir évidemment comment la traverser le mieux possible. Et c'est pour ça que je remets bien attachement et appartenance, personne témoin, pour ne pas y laisser trop de plumes. Et trop de... je vais revenir, parce qu'il me manque quelque chose là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est bien sûr de revenir à toutes ces distinctions que je mettais là, sur mon tableau. C'est ça que je cherchais, pas. Alors, je vais revenir là sur les différences à voir entre dépression et burn-out. J'espère que vous y voyez déjà un petit peu plus clair, compte tenu de ce que j'ai dit. Donc, ce que j'aime bien mettre, et la dépression de l'enfant anaclitique, oui. C'est... quelle est votre question là-dessus? Est-ce que ça existe, enfin pas que ça existe, est-ce que c'est... Oui, est-ce que c'est un terme qui est ajusté, enfin est-ce que c'est vraiment une expérience qu'un enfant... C'est une expérience très spécifique, oui. Où l'enfant n'est pas dans une relation d'échange d'énergie avec le regard, avec le contact, etc. Et c'est un enfant qui va manquer de cette nourriture de l'attachement. Est-ce qu'un autiste, on pourrait dire? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est autre chose. Pour l'autiste, ça a à voir plutôt avec la peur d'une forme d'intimité, avec toutes les vibrations d'intimité. C'est différent. Alors que c'est justement cette intimité-là qui va manquer dans l'expérience de la dépression anaclitique. Sans qu'il y ait forcément de peur. Non, non. Ça. Je m'interroge le lien entre le vaccin et la peur de l'intimité. Non, il n'y a pas de lien, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'autisme peut être provoqué par quelque chose de la relation, quelque chose de la vie intra-utérine, aussi par le dépôt de substances dans le cerveau. Et on voit ça aux États-Unis avec ce qui s'est passé lorsque des personnes d'une autre culture, mexicains, arrivaient aux États-Unis et qu'ils avaient des changements d'alimentation, des changements de traitement, et on voyait bien qu'à ce moment-là, le cerveau était vulnérable au mercure et à l'aluminium, etc. Voilà. C'est une autre origine tout ça peut se combiner évidemment. Alors, donc, je vais juste rappeler, on l'a déjà un petit peu vu, mais je vais y revenir, différence, parce que c'est quand même pour moi ce qui est le plus souvent méconnu ou confondu dans notre culture, entre dépression à gauche et burn-out à droite. La dépression, n'oubliez pas, c'est le mot traverser une épreuve. Traverser une épreuve. Alors que dans burn-out, c'est un accident de parcours, mais un parcours qui sera plutôt professionnel. Alors que quand je parle d'épreuve, pour la dépression, c'est une épreuve de vie. Pensez bien, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens, dans le deuil, c'est une expérience d'émotion, dans le burn-out, c'est une expérience de besoins pas respectés, ni identifiés, ni respectés. Donc de limites qui ne sont pas respectées. Ce que j'aime bien, j'ai bien aimé trouver ce mot, je me suis dit que dans la dépression, c'est une expérience de deuil, alors que dans le burn-out, c'est une expérience de seuil. Hein, quand on dit ne pas respecter les limites, on franchirait un seuil et qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui flambe. Dans la dépression, il y a une expérience de manque, de vide, de chute, alors que dans le burn-out, c'est la tension, c'est le feu, hein, parce que ça brûle. Dans la dépression, ce que j'ai majoré, ça a à voir avec l'histoire passée, hein, puisqu'on perd. Alors que dans le burn-out, c'est une grande angoisse à propos de l'avenir, hein, qui est flou et qui est incertain. Dans la dépression, je suis dans la douleur de la perte, alors que dans le burn-out, je suis dans l'impuissance d'échapper à ce qui me contraint, à ma prison. Je suis trappée. Hein. Donc, ce que j'ai déjà dit, c'est dans la dépression, la clé, c'est d'arriver à pleurer à nouveau,
alors que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le burn-out, c'est d'arriver à dire non, à protester, à s'affirmer. Et c'est là que je reviens à mon assiette d'épinards. Encore faut-il que j'ai pu avoir l'autorisation de dire non avant. C'est pour ça que je disais bien que burn-out, c'est à voir avec le passé au sens de socle qui me permet de rester dans le respect de moi, de mes limites, de mes besoins. Je reviendrai ça. Je dis bien, la dépression, c'est quelque chose qui a à voir avec pas d'avenir. Le burn-out, c'est pas suffisamment de construction dans mon histoire et ça me rend vulnérable, alors qu'on va voir, donc, bore-out, c'est un présent vide, un présent sans couleur. Je continue à propos de dépression et burn-out. La dépression, elle peut se vivre, j'ai mis, bon, chez les mammifères et chez les bébés, mais bien sûr pas le burn-out. C'est ça. Donc j'ai dit dépression, pas de larmes, burn-out avec des larmes, c'est facile. Je parlais de banalisation. Dans la dépression, je vais banaliser l'émotion. C'est pas grave, etc. J'ai même pas mal. Alors que dans le burn-out, je vais banaliser la violence que je subis dans cette prison. Juste pour jouer, je me suis dit que dans la dépression, le driver, c'est sois fort, ne montre pas. Alors que dans le burn-out, j'avais sois parfait et dépêche-toi aussi. Et fais plaisir. Et fais plaisir. On a beaucoup de drivers là. Je reviens donc à pleurer, dire non, nostalgie. Donc nostalgie du côté de la dépression et inquiétude du côté du burn-out. Donc la dépression me stoppe dans mon élan, alors que le burn-out me laisse en apnée. Je suis là à plus pouvoir bouger. Voilà, ça c'était les choses en majorité. Un peu. Oui, bien sûr, l'idée. Donc, je vais maintenant donner quelques mots pour une autre distinction qui m'importe. C'est celle entre burn-out là, que j'ai déjà bien distingué du surmenage. J'espère que tout le monde a bien vu surmenage, oui, burn-out, non. Mais je vais distinguer burn-out du harcèlement. Ça aussi, ça m'importe. Donc, j'aurai burn-out à gauche, harcèlement à droite dans mes colonnes. Là, je vais commencer aussi par distinguer les drivers. Dans burn-out, je suis dans faire effort. J'ai oublié de le dire juste précédemment. Burn-out, je dois faire des efforts tout le temps. Ce qui va bien avec être dans le défi et pas l'objectif. Et dans aussi, donc, faire plaisir. Secoue-toi. Dans le harcèlement, on a aussi le soi parfait et le fait plaisir. Le fait plaisir. Okay. Oui, une question. Oui. Comment, enfin, entre quand tu es dans les deux, quand tu es dans du burn-out et de la dépression en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, tu as ce vide et de l'autre côté, tu as une sorte d'excès. Et tu vois, Mais pour moi, il y a à la fois des passerelles entre les deux. Ce sont deux contextes différents. Ce sont deux types de relations qui ont en commun d'avoir comme terreau le manque de construction d'une image de soi et d'une aptitude à dire non. C'est ça qui est commun. Mais ce que je vois, le burn-out, il est plutôt dans le milieu professionnel, alors que le harcèlement, il peut être dans les relations sociales, familiales, conjugales, etc. C'est ce contexte-là. Il y a beaucoup de points communs. Qu'est-ce qui te trouble là? Ce qui me trouble, c'est moi, en tout cas, dans ma vie, c'est le décalage où c'est tout ou rien. C'est pas forcément ce qui va se passer là. Attends un tout petit peu que je poursuive. Peut-être que tu trouveras ta réponse. Parce que là, on n'est pas dans tout ou rien. On est dans supporter, on est dans tolérer, on est dans accepter la torture, dans les deux cas. Pas la même forme de torture, mais dans les deux cas, c'est supporter. Comme s'il n'y avait pas d'option alternative à cette torture-là. Donc, bien sûr, c'est en ce sens que je dis, ça nous renvoie à notre famille qui nous a fait croire qu'il fallait supporter. Nos parents disaient, allez, non, tu dois y aller, tu dois le faire, finis ton assiette, mais aussi finis ton année, enfin des choses qui étaient le contraire, encore une fois, j'insiste,
de l'identification et du respect des besoins. Hein, c'est ça qui est commun, tu vois, entre les deux. Du côté du burn-out, on va majorer les erreurs qui sont posées, alors que j'insiste sur le côté du harcèlement, ça va tout de suite être confrontation avec des fautes. Hein, et c'est pas du même tonneau, erreur et faute. Du côté de la maltraitance qui est commune aux deux, on va avoir burn-out, la carence d'explication, la carence de consignes, la carence de signes de reconnaissance, alors que dans le harcèlement, la violence va être plus évidente, plus visible à l'œil nu, avec les mots, avec les coups, avec la mise au rencard, avec toutes ces choses. Donc ça va être plus évident. Alors que moins pour le burn-out. Dans le burn-out, on va vouloir exploiter la personne, hein, qu'elle remplisse mission impossible sans avoir les moyens. Alors que dans le harcèlement, on va vouloir s'en débarrasser, ce qui n'est pas la même chose. Se débarrasser de la personne? Bah oui, dans le harcèlement. On a besoin de la personne pour l'humaniser, non? Bah oui, non, mais il y a un moment, on veut l'exclure. On lui dit qu'elle ne fait pas partie de la classe, du groupe, etc. On va continuer, bien sûr. Elle va vouloir se rapprocher. Elle va vouloir rester. C'est là qu'elle va devenir une proie supplémentaire. Mais c'est d'abord lui dire qu'elle pue, elle ci, elle ça. Et que ce qui est terrible, c'est que plus on va la disqualifier et vouloir l'exclure, plus elle va s'accrocher. C'est ça. C'est là qu'on est dans un message paradoxal des deux côtés. Alors que dans le burn-out, on va vouloir garder la personne parce qu'elle va servir soit de fusible, soit de mule, etc. Dans le burn-out, on va avoir en quantité du stress, alors que dans le harcèlement, ça va être une nature de manipulation, bien plus fine. Dans le burn-out, on va être dans du collectif, c'est toute une équipe aussi qu'on va pouvoir vider de sa substance et exploiter. Alors que le harcèlement, c'est une personne, c'est individuel. Je redis bien que le burn-out, c'est le non-respect des limites de chacun, alors que le harcèlement, c'est le non-respect de l'intégrité et de la dignité, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc là, même si tout à l'heure, je disais bien que dans le burn-out, on a de la honte, elle est moins forte cette honte, on va jouer aussi sur la culpabilité, parce que dans le harcèlement, là, on va avoir la honte maximum. La personne, elle va vraiment être touchée dans son intégrité et dans sa dignité. Dans le burn-out, on va avoir priorité à la performance, alors que dans le harcèlement, on va avoir évidemment le spot mis sur la disqualification de l'autre. Dans le burn-out, c'est performance, mais aussi rentabilité, rentabilité économique ou une autre forme de rentabilité, alors que du côté du harcèlement, on va avoir donc pas seulement la disqualification, mais l'élimination ou la destruction de la personne. C'est là qu'on arrive à cette manipulation majeure. C'est comme une forme de mort de cette personne, avec de la délation, avec des ragots, avec des rumeurs. On va vraiment être dans, encore une fois, la dernière forme de manipulation. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est tuer la personne. Oui, c'est vraiment la tuer. C'est dingue. C'est fort. Je vois quelque chose d'inversé. Donc, l'expérience du burn-out, c'est l'impuissance à remplir la mission, et l'expérience dans le harcèlement, c'est de la violence pure. Dans le burn-out, on va avoir déficit de confiance en soi d'abord, et puis dans l'autre, alors que dans le harcèlement, on a déficit de confiance en l'autre, puis en soi. C'est inversé aussi. Du côté du burn-out, j'ai mis le mot soumission, alors que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je n'avais pas suffisamment distingué. Du côté du harcèlement, j'ai la suggestion. Je deviens sujet. Je peux me soumettre dans une action, alors que là, ça touche vraiment l'identité. Je deviens en suggestion. Et en face pour le burn-out, je sais pas. C'est soumission. Soumission. Donc, aussi, même s'il y a aussi des messages paradoxaux dans le burn-out, je vais dire quand même, ce qui prime dans cette opposition des deux, ce sont des exigences excessives,
alors que dans les harcèlements, on va avoir tout le temps ce message paradoxal. Suggestion dans le harcèlement. Oui, je ne comprends pas, suggestion, assujettissement. Oui, c'est ça. C'est la même chose que soumission. Non, pas tout à fait. Je peux te soumettre en te demandant d'agir d'une certaine façon, tu vas m'obéir, alors que le harcèlement, je touche ton identité, ta dignité. C'est pas la même chose. Un petit doute. Je vois dans tes yeux un petit doute. C'est la spécificité justement du harcèlement. C'est que tout de suite, j'aime bien que vous ayez parlé des réseaux, il y a quelque chose qui touche vraiment l'intime. Je peux me soumettre à une consigne, à une directive, mais voilà, ça ne touche pas qui je suis. Je vais faire quelque chose, je vais payer quelque chose, mais il y a quelque chose de moi qui va rester intact, protégé. Entre être et le faire. Oui, entre être et faire, exactement. Donc je reviens aussi à ce que je disais à propos, burn-out, il y a un risque de tyrannie, alors que dans les harcèlements, c'est la présence de perversité. Dans le burn-out, c'est plus ou moins facile à dénoncer, de plus en plus aujourd'hui, heureusement, alors que le harcèlement est éminemment délicat, sinon impossible, effectivement, à mettre à jour. On sait bien, ça on le voit aussi, à dénoncer. Le burn-out, il y a quelque chose de prévisible, du fait de cette volonté d'exploiter, alors que dans le harcèlement, c'est imprévisible. Le burn-out a un autre avantage, si je puis dire, entre guillemets, sur le harcèlement, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre que le harcèlement, on souffle le chaud et le froid, il est variable et aléatoire. Voilà, pour cette distinction-là. Je reviens à mon tableau là aussi, donc, qui complète les autres. Dans cette réalité à laquelle j'ai à identifier le principe de réalité, je vais avoir plusieurs options. Et à quel moment est-ce que je suis dans la vulnérabilité des comportements dont je parlais là? Donc, les pertes à pleurer, le quotidien à aménager, à négocier, à colorer, etc. Les excès auxquels s'adapter, et c'est là que je fais référence aussi notamment à un surmenage, les épreuves à accepter et à traverser, comme telles, les abus à refuser, les succès et les joies à célébrer. Tout ça, nous avons d'abord à les distinguer. À quel moment est-ce que ça devient un abus? D'où l'intérêt de distinguer burn-out et harcèlement, par exemple. D'où l'intérêt de distinguer l'ennui et les ennuis. D'où l'intérêt de distinguer là burn-out et bore-out aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de mon parcours ou est-ce que c'est quelque chose dont on m'a dit que je devais le tolérer et auquel j'ai cru, consigne auquel j'ai cru, auquel j'ai tenu. Voilà. Je regarde ce que je n'avais pas encore partagé avec vous. À moins que vous ayez une question. Est-ce qu'il y a des symptômes caractéristiques, des manifestations caractéristiques d'une dépression ou, oui, tunnel, merci froid, pour la question. Oui. Ce que j'aime bien dire, mais souvent je l'ai dit ici, c'est que alors que les médecins vont croire que la dépression, ce sont les larmes et toutes ces choses-là, la dépression, il y a deux choses qui permettent, à coup sûr, même si on n'a jamais lu Freud, de savoir si on est en face de quelqu'un de dépression. Ce sont les yeux, qui sont plus expressifs, quelque chose qui est vide, et l'autre chose qu'on vit dans la relation, c'est que la personne, si c'est vous qui étiez en dépression, Julien, bien sûr que non, à ce moment-là, dans nos transactions, il y a un moment où vous allez récupérer l'énergie qui est en moi, et moi je vais sentir du vide là, et tout à coup, la colère, dont je disais en introduction, qu'elle fait partie du kit du dépressif qui n'a pas eu l'autorisation d'exprimer, cette colère, c'est moi qui vais la récupérer. C'est-à-dire que dans une relation avec quelqu'un en dépression, il y a un échange. Vous allez récupérer mon énergie avec du oui mais, avec des jeux psychologiques, avec toutes ces choses, mais surtout le oui mais, qui est opératoire là au quart de tour. Et moi, je vais sentir effectivement ce vide d'énergie et je vais me sentir au moins dans l'irritation, l'agacement, etc. Ça, c'est, vous pouvez être sûr là que vous êtes dans
un diagnostic peut-être à prolonger, peut-être à valider ou peut-être non. Mais ce sont toujours les deux. Vampirisation, j'entends. Vampirisation. Vampirisation, oui. Quelque chose de la personne en dépression vers... C'est en ce sens que ça rejoint la posture aussi de victime, qui n'est pas automatique, mais il peut y avoir aussi, pour récupérer quelque chose de vibration, fût-elle négative, chez la personne en dépression, l'installation dans la posture de victime, ce qui permet de survivre. Et puis quand on est à côté d'une personne, ce qu'on sent, c'est fuite d'énergie, oui, c'est ça. C'est un trou noir qu'on peut voir soit dans la transaction solo, enfin à deux, soit on peut voir aussi dans le groupe. On voit bien, dans le groupe, il y a quelque chose tout à coup, une hémorragie d'énergie, parce que la personne est dans cette captation, dans cette vampirisation de l'énergie du groupe. J'ai une expérience que j'ai du mal à qualifier entre surmenage, dépression, etc., qui était très forte, une image qui est vraiment restée gravée en moi, d'être aspiré dans un trou vide. Voilà. Je dirais dépression, mais... Donc, là, je reviens à mon introduction. Les deux mots importants, c'est... Non, oui, ça, oui. Mais sinon, dans une situation comme ça, c'est remplacer cette crise par des conflits, gestion des conflits, élaboration de contrat, et tout ce que nous voyons, et ensuite, expression de la colère. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'avoir déjà un peu fait du tri entre blâme, reproche et colère. La colère, là, c'est l'outil majeur et magique pour permettre à cette situation au moins de s'arrêter. Mais ça demande du courage parce que nous n'avons pas de modèle, que nous avons besoin de bien nous approprier cet outil colère, et c'est ce à quoi servent les groupes aussi pour pouvoir nous entraîner à être dans cette colère qui est au contraire du blâme et du reproche, et une tentative de restaurer la relation. C'est-à-dire tout à coup l'énergie va circuler à nouveau, au lieu d'être en hémorragie. Et conflit plutôt que crise. C'est important. Et quand je dis colère, ça veut dire aussi que j'ai réintroduit le mot autorité. C'est moi qui décide, et voilà ce que je pose. Quelque chose qui fait du bien à cette partie de la personne en dépression, après ça peut être un autre mot, la personne en dépression qui est dans l'enfant adapté soumis. Tout à coup, si je remets du pilote dans l'avion, il y a quelque chose qui va avoir comme un sursaut de sécurité et donc de tremplin. Et ce que je dis bien sûr un tout petit peu en boutade, mais pas tant que ça, c'est que dans un groupe où quelqu'un est justement dans cette basse marée là, c'est important que loin d'être dispensée de la vaisselle, elle en fasse 2 fois plus. Parce que si ça lui déplaît, elle va au moins dire oui, mais c'est pas juste. Et si elle dit ça, il y a déjà quelque chose qui va être du côté de la protestation plutôt que de la prostration. J'ai répondu à votre question? Oui. Autre question? J'ai pas compris ce terme en fait. Quelle est la différence entre une colère qui va restaurer la relation et une colère entre guillemets hémorragique? Enfin, j'ai pas compris le terme d'hémorragie. Enfin, non, la dépression est hémorragie. Oui. La colère fait garrot. Ça va permettre justement d'arrêter l'hémorragie. Mais c'est la colère pure, pas le blâme, etc. ou le reproche qui vont prolonger bien sûr ce risque-là de violence, alors que la colère, telle que nous voulons évidemment la réhabiliter et la pratiquer et nous y entraîner, c'est le meilleur outil pour sortir de la dépression. C'est plus facile que les pleurs en fait. Ah mais c'est radical, oui, c'est sûr. Oui. Parce que vous parliez beaucoup de pleurs tout à l'heure dans la dépression, c'est en pleurant. Oui. Mais non, mais pour avoir accès aux larmes, mais c'est ce qu'on voit dans les groupes, pour avoir accès aux larmes, encore faut-il que je passe par la colère. Oui, c'est ça. Oui. Mais voilà. Mais à partir du moment où vous posez une question concrète, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que les larmes, ça va être pour vivre le deuil, mais si j'ai bloqué ça, c'est parce qu'il y a de la colère. Et qu'on voit bien dans les 7 étapes de deuil qu'il y a un déni, peur, colère, etc. Donc il y a souvent, dans tous les processus, enfin souvent, oui, dans le processus de deuil, un passage
de douane qui ne se fait pas à l'étape de la colère. Parce que c'est pas bien vu. Et comme on confond encore colère et blâme, je ne peux pas être en colère contre l'objet de ma perte, parce que ce serait comme si je voulais le rejeter. Évidemment pas. Et pour moi, toutes ces dépressions qui n'en finissent pas et qui restent dans la souffrance viennent de cette défiance à l'égard de la colère. Parce qu'on la confond des fois aussi avec le défoulement de... Oui, la décharge, voilà. D'émotions qui sont... Ah non, qui ne sont pas recevables. Quoi. Non, non, bien sûr. Peut-être que j'ai pas suffisamment parlé. La colère est recevable. La colère est toujours recevable. Parce qu'elle est toujours gage d'attachement, elle est toujours à une personne à la fois, sur une chose à la fois. Et si, soit c'est maintenant que je l'exprime parce que ça s'est passé maintenant, soit si c'était hier, je te demande à toi, Jean-Abel, est-ce que je peux te dire quelque chose qui s'est passé hier? Je vérifie avec la personne qu'elle soit dans le minimum de disponibilité pour accueillir quelque chose que j'ai gardé comme un timbre. Mais alors la différence entre la colère et une décharge d'émotions, c'est que la colère, elle est adressée à quelqu'un. Adressée à quelqu'un et à un moment donné, oui. et à un acte. Voilà. Voilà, elle est ponctuelle. Elle est ponctuelle, la décharge, elle est jambée. Voilà, la décharge, c'est ce que j'appelle aussi l'armoire normande. J'ai entassé, et plutôt que d'attendre que tout sorte comme ça, dans un lieu de sécurité, j'ouvre les portes de mon armoire normande, tout sort comme ça, et ça me permet ensuite de faire le tri et de savoir à qui je vais rendre telle chose, ou que je fasse le deuil de rendre ma collection de Kourou. Mais c'est bon, une fois dans sa vie au moins, d'avoir un lieu pour décharger sans du tout nous préoccuper de qui, de quoi, c'est juste décharger. J'en profite pour dire que 300% c'est de m'asseoir et que dans le 300% de m'asseoir, je vais faire un rappel, et Pierre qui viendra filmer aussi pour avoir donc une trace de ce qui se passe pendant les 300%. Les personnes seront filmées? Oui. Ceux qui ne veulent pas ne seront pas filmés, évidemment. Bien sûr. Ah oui, on peut. Bien sûr, comme toujours. Bien sûr. Et après, on avait déjà fait ça il y a quelques années. Et donc, alors ça, il y a une garantie absolue que toute la confidentialité et votre intimité seront protégées. D'ailleurs, dans le fait filmé. Et ensuite, bien sûr, dans le travail que nous allons faire avec Pierre pour ça. Comme ça avait déjà été vraiment fait. J'avais beaucoup aimé. Voilà, mais je me dis, c'est important avant de faire dans ce lieu que nous puissions avoir donc, un témoignage de la façon dont ça se passe. Voilà. Oui, j'ai une question sur si on est parent et qu'on devient, si on est dépressif, quelle relation avec ses enfants? Est-ce que c'est mieux d'être un peu, disons, s'éloigner pour aller traiter un peu tout ça et puis avoir des temps avec l'enfant de temps en temps, un peu de qualité préservée? Ou est-ce qu'on peut rester dans un quotidien comme ça? Enfin voilà, quelle relation? Parce que la première réponse qui me vient, Marine, c'est que, c'est ce pourquoi je suis sollicitée quelquefois, c'est que tout ce travail-là peut être fait de façon accélérée. S'il y a une urgence, notamment à s'occuper d'un bébé, parce que c'est plus difficile, effectivement, les figures parentales ne sont pas aussi facilement interchangeables. À ce moment-là, évidemment, je suis quelquefois sollicitée à l'hôpital pour que la personne puisse décharger, justement, et retrouver ce minimum de sève et d'élan vital pour pouvoir, effectivement, être dans un échange avec son bébé. Donc, je fais ça aussi, par exemple, avec, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec une maman qui est enceinte d'un bébé et qui vient de perdre un bébé, le petit frère, enfin le grand frère ou le grand soeur de ce bébé, et que là on fait un travail aussi en accéléré pour permettre à cette maman de ne pas rompre l'attachement avec ce bébé in utero. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, peut être traité en urgence. Voilà. Après, je dirais que ce qui est important pour ce petit cet enfant, c'est que ce soit légendé, qu'on puisse dire effectivement la réalité de cette dépression et qu'il puisse y avoir d'autres bonnes personnes chargées d'énergie pour que cet enfant continue à être nourri de cette énergie-là. Et encore une fois, ça permet toujours de bien distinguer nourri d'énergie, c'est-à-dire d'attachement, et pas seulement d'amour. Alors que
encore une fois, j'entends beaucoup, mais cet enfant, on l'aime peut-être, mais un bébé n'a pas seulement besoin d'amour, il a besoin d'attachement et d'appartenance. Ça, c'est vital. S'il n'y a pas cette ressource-là, le bébé va être en moins d'énergie, il va alors, dans une moindre bonne santé, il ne va pas prendre de poids par exemple, ce dont je me fiche, mais je vois bien que si un bébé reste longtemps sans prendre de poids, je ne vais certainement pas penser qu'il n'est pas aimé, ce serait tellement stupide, mais qu'il y a un déficit de ressources en énergie, en attachement, en contact, en odeur, en caresse, en tout ça. Puisque c'est un bébé mammifère, donc il a besoin de ça. J'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Y a-t-il une autre observation, une autre question? Oui, tout à l'heure, vous alliez peut-être revenir sur la dépression, maladie. Oui. Alors, c'est pour ça que, certes, si c'est une maladie, enfin, j'appellerais maladie une dépression qui se chronicise, qui tout à coup ne devient plus une épreuve à traverser, mais qui devient objet de troubles et de dysfonctionnements donc installés. Et dans ce cas, ce que j'aime bien voir, que si c'est confié à un médecin, qu'il sache porter effectivement un regard juste sur les symptômes et qu'il n'en fasse pas quelque chose à éliminer avec de la chimie ou avec des bons conseils. Voilà, c'est ça. Oui, ça peut être vu comme une maladie, bien sûr, parce qu'on trouve toute la symptologie, enfin tous les symptômes aussi que j'ai énumérés, l'agitation, le ralentissement. Donc à ce titre, on a une convergence de symptômes qui permet de dire que c'est une maladie. Mais avant d'être une maladie, j'ai mes 4 options là. Et ça devient une maladie si je ne suis pas dans traiter ce moment de dépression comme, je le redis bien, l'initiative, moi j'avais mis à la tentative d'éviter la perte, la résistance, déficit d'adaptation, ensuite volonté de ne pas sentir la douleur, mais cette douleur je pourrais la sentir si je suis accompagnée, s'il y a quelqu'un, s'il y a une personne témoin pour entendre cette douleur, dans ce cas je pourrais traverser, mais pas toute seule évidemment, parce que comme, et puis donc bien sûr l'étape de deuil, et surtout je dis bien que chaque deuil, chaque moment de dépression, chaque perte nous renvoie individuellement et très personnellement et intimement, chacun aux toutes premières expériences de perte et de deuil et de séparation. C'est pour ça que si ça a été redoutable quand j'étais bébé, je n'ai pas trop envie d'aller retrouver ça si je ne suis pas accompagnée comme j'en ai besoin. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Sûr? Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Est-ce que vous faites Est-ce que on entend souvent cette personne est dépressive et faire la différence du coup entre l'état dépressif, quelqu'un qui va être toute sa vie parce que ça serait... qu'il y a un terrain dépressif. Il peut y avoir un terrain dépressif, oui. Mais surtout, ce que je voyais, c'était que je n'emploierais pas le mot enfin, quelqu'un n'est pas dépressif, parce que ça serait une étiquette. En phase de dépression, fait une expérience de dépression, ou bien dans une dépression qui se chronicise, mais bien sûr que j'évite de mettre le mot dépressif ou dépressive, évidemment. Tu as bon rappel que tu me permets. Est en dépression permanente. C'est voilà, quelque chose qui s'installe. Ça nous parle, parce que nous avons forcément dans notre vie côtoyé quelqu'un comme ça, qui en avait fait un style de vie, ou même une identité. Et j'ai réalisé en vous écoutant le côté miroir d'une belle famille, où j'ai réalisé que, acceptant tout d'un coup, grâce à l'autre jour, de sortir du déni de la dépression de ma mère, qu'en fait ma belle-mère n'a été que là, elle était dépressive. J'ai réalisé la mise en miroir. Que c'était peut-être quelque chose d'un mythe fondateur dans votre couple. Nous voilà bien. Oui, pour qui pour lutter, non mais ça serait pour lutter contre les risques de dépression. Chacun à sa façon. Oui, peut-être. Ah oui, oui. Je le voyais en négatif. Non, mais effectivement, oui. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous demande à chacun, merci, un mot pour dire ce avec quoi vous partez. Attachement. Soignant.
Un surmenage. Surmenage. Vouloir être aimé au lieu d'être reconnu. Oui. Une nuit sans larmes. Oui. Avec